Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et ce nouveau podcast parce que je vais poster ça aussi dans le podcast Se Sentir Bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir je ne suis pas toute seule, c'est pour ça que le cadrage il est différent et qu'il y a beaucoup de place au-dessus de ma tête. C'est parce qu'il fallait faire rentrer ce 1m93 d'humain. Voilà, donc bienvenue Robin. Merci de ton invitation. Et bah, avec plaisir. Écoute, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on veut filmer, enregistrer ensemble sur nos podcasts respectifs et que ça se fait pas parce que la vie. Et du coup, on est là aujourd'hui pour faire une vidéo sur la CNV. On vous a prévenu sur Insta, on a demandé si vous aviez quelques questions. Et du coup, je me suis servi de ces questions pour préparer cette vidéo aujourd'hui. Et vous allez comprendre très vite pourquoi on va vous parler de ça. Parce que Robin, tu vas te présenter. Oui, avec Comment tu as plaisir. envie de te présenter? Alors, déjà, je m'appelle Robin. Du coup, moi, je suis essentiellement... ce qui me prend le plus de temps dans ma vie, c'est d'être psychologue clinicien. Donc, je travaille dans une clinique psychiatrique pour quelques mois encore. Et du coup, le truc, c'est qu'en sortant d'une fac, souvent, en fait, on n'est pas forcément toujours très outillé pour accompagner les gens dans différentes problématiques. Et donc, je me suis formé assez rapidement à différents outils. Le premier auquel je me suis formé, c'était la communication non violente, la CNV, en 2018, sachant que je suis sorti de la fac en 2016. Et donc, par la suite, ça m'a tellement passionné qu'en fait, j'en ai fait un peu la base de mon travail, voire même une priorité dans ma vie à toutes les échelles. Et je me suis formé à d'autres choses après, dans la continuité de ça. Donc, je me suis formé à l'IFS, Internal Family Systems, t'en parles sur ta chaîne. Je suis aussi formée à ça. Je me suis formé ensuite au cercle restauratif en 2023, plus récemment, et puis d'autres trucs en parallèle, en psycho, la thérapie ACT, le MDR, des choses comme ça. Mais bon, spécifiquement autour de la communication, voilà, c'est plus CNV, IFS. Et donc Robin, du coup, tu es psychologue, tu as un podcast qui s'appelle MetaSelf, dont on mettra le lien. On a aussi fait un épisode sur son podcast, on va s'arranger pour essayer de poster ça le même jour. Donc vous pourrez aller voir l'épisode qu'on a fait, on l'a fait sur le coaching. Et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi si on veut travailler avec toi en tant que psychologue en libéral? Alors, je vais bientôt créer un site web en lien avec mon podcast. Du coup, le podcast, c'est MetaSelf. On peut le trouver sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud et sur Deezer. Du coup, j'ai un mail qu'on mettra en description pour ceux qui s'intéressent éventuellement. Et voilà, et du coup, moi, je suis là parce que je suis en stage avec Robin en ce moment. Voilà. Pour la petite histoire, pour ceux qui veulent raccorder les trains, je sais qu'il y en a qui vont faire les trucs. Et à la base, on se connaît parce que tu es un abonné. Oui. Et que tu disais il avait des commentaires justement basés sur la communication non violente. J'avais repéré que cette personne disait des trucs pas trop débiles en commentaire. Et c'est rare quand c'est des hommes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Et quand ils s'expriment, ils disent souvent des choses pas très gentilles. Donc c'était suffisamment rare pour que je note ton pseudo, puis au fil des années, on a fini par discuter. Voilà. Ouais. C'est comme ça que tu te retrouves sur le podcast et que moi je me retrouve dans la clinique. Voilà. Ça, c'était le petit ouais. Moi, j'ai une première question pour toi. C'est déjà, qu'est-ce que c'est que la CNV? À quoi ça sert? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire non-violent dans communication non-violente? Comment je définirais la CNV? Alors, en fait, une erreur classique, ce serait de la définir comme une méthode, comme une manière de communiquer, en appliquant un algorithme, une formule, ce qu'on appelle l'OSBD. C'est des lettres pour observation, sentiment, besoin, demande. Quand on tape CNV sur Google, c'est ça qu'on va trouver. On va trouver l'OSBD, etc. C'est une manière des repères pour changer un peu sa façon de communiquer. Mais pour moi, c'est pas une façon de communiquer justement sur la forme. C'est quelque chose qui change notre vision du monde sur le fond. Notre vision de ce que c'est que de communiquer justement, de ce que c'est que d'échanger des informations, du signal entre deux personnes ou plus. Et donc, ce que ça change avant tout la CNV, c'est la manière de gérer son attention. Où est-ce qu'on met notre attention dans la communication? Plutôt, par exemple, que de mettre son attention sur les mots, sur le propos, sur ce qui est dit de façon grammaticale, on va chercher à comprendre plutôt ce qu'il y a derrière, ce qui est vivant. C'est-à-dire ce que la personne ressent, ce dont la personne a besoin, et du coup, à chercher à se soutenir mutuellement dans nos besoins respectifs, en fait. Et donc voilà, la CNV, c'est une manière de favoriser l'entraide, de favoriser la coopération en dépassant ce qui, sur la forme et dans la façon de communiquer, justement, peut faire obstacle. Typiquement, ce qui va empêcher les gens de se comprendre, ça va être les reproches, les jugements,
les critiques, la dévalorisation, etc. Et ben, avec la CNV, ça va être une sorte de manuel de traduction qui va permettre de transmuter, de transformer cette matière première en quelque chose qui va être au service de la relation. C'est un peu comme l'alchimie où on transforme le plomb en or. Dans la CNV, on va transformer la violence, on va transformer les jugements, etc. en quelque chose qui va être utile, qui va permettre de se comprendre en fait. Mais justement, tu as employé le mot violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? Qu'est-ce qu'on considère violent en fait dans la communication? Je vais dire par défaut. C'est-à-dire la communication, on ne met pas intentionnellement de la CNV. Ouais. Moi, j'ai une vision un peu évolutionniste de ce que c'est que la violence. Sans entrer dans les détails, parce que je pense que ce serait vite un peu bizarre. Tu feras un podcast un jour au Ouais, sujet, voilà, très certainement. exactement. Pour moi, la violence, c'est une façon d'économiser de l'énergie. C'est-à-dire que on vit dans un monde qui est complexe, qui est chaotique, où il y a beaucoup d'incertitudes. Et ce monde, cette complexité, elle est effrayante, elle est anxiogène. Et surtout, c'est trop complexe pour tout comprendre, pour tout voir, pour prendre en compte tout ce qu'il y a comme paramètres. Il y a trop de choses. Et du coup, le cerveau humain, qu'est-ce qu'il va faire face à quelque chose de trop complexe? Il va chercher à le simplifier. Il va chercher à créer une modélisation du monde qui est plus simple que le monde lui-même, qui va permettre de pouvoir agir, même si on n'a pas toutes les infos, même si on ne comprend pas tout. Et du coup, la violence dans les relations humaines, pour moi, ça va être une manière de communiquer et une manière d'agir qui consiste à ne pas prendre en compte certaines choses importantes, à faire comme si ça n'existait pas. Par exemple, si je suis en conflit avec Esther et que pour pouvoir plus facilement m'exprimer et m'affirmer, je vais oublier que c'est un être humain sensible et vulnérable qui peut être blessé, et ben peut-être je vais lui parler, je vais l'insulter, etc. parce que je vais faire comme si elle n'était pas vulnérable. Je vais oublier qu'elle est vulnérable parce que sinon je n'arriverai plus à communiquer parce que ce sera trop complexe. Et donc la violence, c'est une façon d'économiser de l'énergie et de pouvoir satisfaire ses besoins, mais en simplifiant le monde. Et parfois, simplifier le monde, ça va être traiter les gens comme des objets. Ça va être oublier certains de nos besoins ou certains des besoins des autres. Et ça va générer des problèmes à long terme. Mais ça marche à court terme. C'est pour ça que la violence, elle est aussi présente. C'est parce que à court terme, la violence est efficace pour satisfaire des besoins. Le problème, c'est qu'on paye un prix plus tard, ou les autres payent un prix plus tard. Et du coup, l'enjeu de la CNV, c'est comment faire pour créer des façons de communiquer qui permettent de créer du lien à long terme, de créer des relations où mutuellement on peut s'entraider et se soutenir sans s'exploiter les uns les autres en fait. De faire du gagnant-gagnant en gros. Oui, mais tu vois, quand je t'écoute, et c'est aussi quelque chose, enfin c'est une des questions qui est revenue et que du coup j'ai inclus un peu dans cette discussion, mais et que moi j'ai déjà rencontré aussi. Quand on entend non-violent, quand on entend c'est une manière de traduire finalement le dialogue que j'aurai interne, de le rendre digeste pour la personne en face en prenant en compte son humanité, etc. Et du coup, de changer mon discours et la forme, en fait, ça donne plusieurs impressions, j'ai l'impression à mon sens. La première, c'est que être en colère n'est pas autorisé. Et la deuxième, c'est que on n'a pas l'impression de parler normalement. On a l'impression de travestir son langage. Il y a une personne qui m'avait dit, comment elle m'avait dit ça? Elle m'avait dit que son partenaire lui disait qu'il avait l'impression qu'elle essayait de le manipuler avec les mots. Et elle avait l'impression de devoir faire de la rétention d'informations, d'enjoliver, ou même de mentir et de ne pas être sincère si elle appliquait vraiment la CNV. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, en tout cas moi, quand j'ai débuté avec la CNV, c'est vraiment un des premiers problèmes que j'ai eu, c'est cette impression de ne pas dire le fond de ma pensée, que c'était pas autorisé d'être en colère, parce qu'il y a non-violent dedans, tu vois, et de ce qui génère un sentiment d'être j'ai reformulé plein de fois parce que j'ai pas réussi à le dire une fois. Mais... On a l'impression de devoir être hypocrite, en fait, de devoir faire semblant. Ouais. Exactement. De devoir être un peu focus, l'expression. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que en fait, la CNV, ça ne sert pas à supprimer la violence. Au contraire, ça permet de laisser une place à la violence, de donner à la violence sa juste place. Parce que la violence, elle est liée à la peur. En fait, à partir du moment où on a peur... Ok, non mais... Tout à l'heure, je disais que la violence, c'est une stratégie du cerveau pour économiser de l'énergie. Okay. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand le monde est trop complexe et qu'on ne peut pas agir, en fait, on est paralysé, on est sidéré. C'est un peu comme un lapin qui est face au phare d'une voiture. C'est tellement stressant, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on ne peut plus agir parce qu'il y a trop de variables. Et du coup, la violence permet de pouvoir agir même si on ne comprend pas tout, même si on n'a pas les moyens de tout comprendre, quoi. Et donc, du coup, dans les relations humaines, cette complexité, elle est effrayante, c'est anxiogène. Et du coup, la violence va être un mécanisme de survie face à des relations, des dynamiques trop complexes. Du coup, l'enjeu de la CNV, c'est pas de supprimer la violence, parce que la violence, elle est inhérente au fait que le monde est complexe et effrayant.
plus le monde est effrayant, plus la violence va être une stratégie qui va être adoptée par les gens pour gérer leur stress. Et donc du coup, la question, c'est comment on fait pour communiquer quand il y a de la violence? Comment on fait pour... ou de l'agressivité ou de l'intensité, en fait, de manière générale, ou des choses qui sont inconfortables, en fait. Comment on fait pour gérer l'inconfort émotionnel dans la communication et pour ne pas fuir l'inconfort ou pour ne pas violenter les gens avec ce qui est intense chez nous, quoi. Et donc, du coup, pour moi, le facteur important, peut-être ça va pas être un scoop, hein, mais c'est le consentement. C'est-à-dire que l'intensité, elle a toute sa place dans la relation humaine à partir du moment où elle est consentie. Et donc, du coup, par exemple, c'est pas du tout pareil d'exprimer des jugements à quelqu'un, de lui balancer dans la gueule alors qu'il n'a rien demandé, ou de lui demander à l'avance, est-ce que là j'ai des trucs à te dire, je suis en colère, j'ai besoin de t'en parler, est-ce que tu es d'accord pour m'écouter pendant 5 minutes? Et donc du coup, si la personne elle est d'accord pour écouter en silence ou pour juste laisser un espace, alors la violence, les jugements ne sont plus vécus comme un règlement de compte ou comme juste de la violence psychologique, mais c'est vécu comme quelqu'un qui a une émotion forte et qui l'exprime, certes peut-être de façon violente, mais cette violence n'est pas vécue comme violente. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la violence, c'est pas juste une forme, c'est quelque chose qui se passe dans le fond. Si tu es fatigué, que tu rentres du travail, que tu es crevé, et que je te balance des choses alors que tu n'es pas prêt, que tu viens juste d'arriver, etc., que tu n'as pas eu le temps de juste souffler, probablement que tu vas le vivre comme de la violence. Par contre, si, je sais pas, on est en week-end, on a fait une grasse mat, etc., et je veux qu'on parle d'un sujet difficile, et que dans ce sujet difficile qu'on aborde, effectivement, je suis peut-être désagréable parce que, effectivement, ça fait 6 mois que je te dis de faire un truc et que tu toujours pas fait, etc., et peut-être que je vais en avoir ras-le-bol et je vais te dire, tu commences à me péter les couilles, en fait, et ben, l'atmosphère, le contexte n'est pas le même. Et du coup, tu vas pas le vivre pareil, parce que, a priori, tu seras consentant pour avoir une discussion où tu sais qu'il y aura des émotions, qu'il y aura de l'inconfort, mais quelque part, les émotions font partie des relations humaines. C'est pas un problème en soi. Et donc, de la même manière, les jugements, juger, c'est pas forcément grave à partir du moment où on a conscience que le jugement n'est que l'expression de nos besoins et de nos émotions. Et qu'on peut traduire ce truc-là. Moi, ça m'arrive, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, avec des gens avec qui connaissaient un peu la CNV, ou même sans forcément connaître. Hein. Juste un prérequis qui permet d'appliquer les principes de la CNV, c'est simple, c'est juste savoir se taire pendant quelques minutes. Si déjà on est capable de se taire et de créer un espace où l'autre peut s'exprimer, alors pas besoin de connaître la CNV, pas besoin d'être un expérimenté ou quoi que ce soit, il suffit juste de savoir se taire et on peut déjà faire des trucs super. Ça m'est déjà arrivé de demander à des gens, là j'ai besoin que tu te taises pendant 5 minutes et que tu m'écoutes. Et moi pendant ces 5 minutes-là, j'avais le temps d'exprimer des jugements, de dire à la personne, là je sais que je suis en train d'être dans le jugement et je sais que c'est désagréable pour toi, de me dire, voilà, je suis désolé, j'arrive pas à m'exprimer mieux que ça, mais là maintenant c'est ça qui est vivant, là c'est ça qui sort, etc. Puis, vu que moi j'ai le temps de m'exprimer, j'ai le temps de prendre du recul sur ce que je vis et sur ce que je ressens, et du coup j'ai le temps de m'apaiser, de me détendre, et ensuite de prendre soin de l'autre, parce que l'autre il vient de se prendre 5 minutes d'expression de colère ou d'émotion, quoi. Et donc... Attends, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'est pas obligé de travestir avec l'OSBD, quoi. Pas du tout. En fait, l'OSBD, c'est vraiment c'est un outil pour débutants pour comprendre la logique. Mais la logique, après, elle devient intuitive. Elle devient automatique, en fait. À partir du moment où j'ai compris que ce qui est important, c'est les faits, c'est les émotions, les besoins et les demandes, j'ai plus besoin d'avoir ce truc-là. Cette structure-là, elle est intériorisée, après. Elle est plus dans la forme de ce que je dis. Et je peux très bien donner de l'empathie à quelqu'un avec des insultes et des gros mots. Quelqu'un qui dit « Ah, l'autre, c'est vraiment un connard, etc. » Et dit « Putain, ouais, j'ai l'impression que c'est un connard et que en fait, tu ne supportes pas. » En fait, je suis en train de me connecter à l'autre. Je suis en train de donner de l'empathie. Même si dans la forme, on est en train d'insulter quelqu'un d'autre, dans le fond, on est en train de créer une connexion émotionnelle. Je suis en train de rejoindre l'autre là où il est. Et du coup, il va se détendre parce qu'il se sent plus tout seul avec sa souffrance. Il se sent rejoint. Et c'est ça, en fait, entre guillemets, l'essence de la CNV, c'est de la capacité à créer des connexions émotionnelles de qualité où on se rejoint dans l'intensité de ce qui est vivant. Et donc, la violence n'est pas en soi un problème quand il s'agit de la forme, à partir du moment où, dans le fond, on veille à respecter le consentement des gens, en fait. C'est-à-dire que dans un conflit, dans une médiation, etc., les jugements ont toute leur place à partir du moment où il y a quelqu'un qui va être capable de traduire. Ça peut être un médiateur, ça peut être l'autre, ça peut être soi-même, on peut se traduire. Hein. Moi, ça m'arrive parfois de commencer un conflit avec quelqu'un en disant, voilà, moi j'ai cette pensée-là dans ma tête, j'ai ce jugement dans ma tête, je dis c'est un jugement, je le sais, et je l'exprime parce que c'est ça qui est vivant, et du coup je vais le traduire avec toi pour qu'on puisse se connecter à ce qui se joue derrière ça, et du coup même si on part du jugement, on va pouvoir se comprendre.
Et c'est ça qui fait que, par exemple, quand mes proches ils sont en colère contre moi, je vais dire, mais en fait, pas besoin de traduire, pas besoin de mettre les formes, juste tu m'expliques ce que tu vis, explique-moi ce que tu as envie de me balancer dans la gueule, et en fait, on va traduire ensemble, parce que je sais faire, en fait. Et du coup, on va pouvoir se comprendre, peu importe la forme. Tu peux m'insulter si tu veux, on va traduire, en fait. C'est pas grave. Parce que j'ai l'espace de voir que derrière tes insultes, il y a des sentiments et des besoins, en fait. Ouais, donc en fait, c'est plus un outil de traduction. C'est ça. C'est marrant parce que pour moi la CNV, c'est pas vraiment un outil de communication, mais avec ce que tu es en train de dire, ça me fait revenir sur cette idée. Parce qu'en fait, la manière dont tu le décris là, ça donne. Enfin, je vois du coup pourquoi ça peut s'appeler communication non violente, quoi. Ouais. On est vraiment sur une façon de traduire le langage, en fait. Mais même pas le langage. Ce qui est vivant. En fait, on met des mots sur ce qui est vivant. Ouais. Moi, j'aime bien les métaphores, donc du coup, je vais dire que la CNV, c'est un peu la pierre philosophale, quoi. C'est ce qui permet de transformer le plomb en or. Mais sans ça, voilà, on pourrait juste dire c'est ce qui permet d'aller là où c'est vivant, derrière la forme des apparences, etc. C'est pour ça que mes podcasts, je les finis toujours par la même phrase. Prenez soin de vous et des autres en allant là où c'est vivant. Parce qu'en fait, c'est une sorte de commandement universel. Si on va là où c'est vivant, en fait, on va pouvoir se comprendre, peu importe ce qu'on dit sur la forme, en fait. Moi, justement, j'aime bien dire qu'il n'y a rien de plus facile que d'apaiser quelqu'un qui est en colère et qui a besoin d'empathie. Parce qu'il peut être aussi insultant et agressif qu'il veut. Si nous, de notre côté, on peut traduire en temps réel, en fait, sa colère, elle va fondre. Parce qu'il va se sentir compris. En fait, la colère, c'est souvent lié à un besoin qui n'est pas satisfait, à un désir qui n'est pas nourri. Et du coup, si on identifie le besoin, qu'on rejoint l'autre, en fait, il va se sentir en lien et en fait, il va s'apaiser très vite. Je ne suis pas en train de dire que la violence n'est pas un problème, ou qu'on peut tout accepter. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que la violence est toujours l'expression d'un stress, l'expression de besoin, d'une peur, et qu'à partir du moment où on peut traduire cette violence, alors on va la transmuter en quelque chose d'exploitable, en quelque chose qui va être au service du lien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ou qu'il faut pas tout tolérer, ou qu'il faut tout traduire. Parfois, juste, faut aussi poser une limite et mettre de la distance. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les violences conjugales, c'est pas grave. Ouais. Moi, je le sais, mais c'est vrai qu'ils le savent peut-être pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Voilà. Justement, tu m'as fait une transition qui était pas mal. Une des grandes phrases de la CNV qu'on retrouve partout, c'est la connexion avant les résultats, ou le lien avant les résultats, en fonction de comment c'est traduit. Moi, je dis connect before correct. Ouais, j'allais dire en fonction de comment tu traduis, quoi, comment c'est traduit, puisque c'est Marshall qui a dit ça directement, c'est ça? Ouais, c'est un de ses principes en séminaire. Enfin, il l'a dit, ou c'est juste un principe qu'il a mis dans un de ses bouquins, ou tu sais pas? Moi, la personne que j'ai entendu dire ça en premier, c'était Padovani sur YouTube. Je l'ai entendu ensuite en module de formation. Depuis, je me rabâche en permanence. Mais... Donc, on entend tout le temps cette phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire par connect before correct? Donc, alors, le lien avant les résultats. Mais c'est vrai que là, mon intention, moi, avec cette vidéo, je vous l'ai pas dit, mais c'est d'aider vraiment les personnes qui connaissent la CNV et qui n'arrivent pas à l'appliquer, en fait. Et qui ont cet outil, là, qui ne savent pas trop quoi en faire, parce que justement, ils le voient comme un outil. Et de pouvoir en faire quelque chose vraiment dans notre quotidien. J'aurais peut-être dû te le dire que c'était ça mon intention, d'ailleurs. Ouais. Déjà, si vous trouvez que là, on va trop vite et que c'est trop abstrait, le podcast que j'ai fait, l'intention du podcast, c'est justement de partir de notions plus simples et d'aller dans la complexité au fur et à mesure des épisodes. Donc, et puis ça va plus lentement, il y a un chapitrage pour chaque vidéo, vous pouvez piocher dans ce qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, on ira toujours plus vite quand on fait qu'une seule vidéo sur le sujet que quand on fait tout un podcast ou plusieurs épisodes. Mais du coup, c'est quoi ce connect before correct? Du coup, la première manière de l'aborder, ce truc-là, c'est que moi, je le vois comme une loi du cerveau, en fait, une loi du système nerveux, qui vaut pour tous les êtres vivants qui ont un système nerveux central. Enfin, en tout cas, un système limbique, etc. C'est-à-dire que le cerveau, il a un peu deux modes, hein, je le dis de façon un peu vulgarisée, mais bon, vous allez comprendre. Il a le mode survie, quand il se sent en danger, et le mode vie, où en fait il peut là entrer en relation, apprendre de nouvelles choses, se sentir en sécurité, etc. C'est le sentiment de sécurité qui est la clé de voûte en fait. Si je me sens pas en sécurité, si je me sens en danger, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon système nerveux, il n'est pas en mode vie, il est en mode survie. Et du coup, le mode survie, c'est un mode qui sert à agir. C'est un mode qui sert à mettre en place des actions pour rétablir la sécurité. Et donc quand je suis en mode survie, physiologiquement, ce qui va se passer, c'est que le système émotionnel, le système limbique, il va inhiber le néocortex. Donc inhiber le néocortex, ça veut dire que ça va empêcher la réflexion complexe. Ça va empêcher de prendre du recul, ça va empêcher de douter de ses certitudes, ça va nous rendre rigides,
impulsifs et ça va nous rendre irréfléchis en fait. Et donc, connect before correct, ce que ça veut dire, c'est que avant de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un, avant de vouloir l'éduquer, lui faire prendre du recul, avant de vouloir le faire changer d'avis, il faut d'abord prendre le temps de comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et lui montrer qu'on a compris ce qu'il ressentait. C'est ça le connect. Il faut d'abord brancher le câble pour pouvoir échanger des informations, en fait. S'il n'y a pas la connexion, si l'autre ne se sent pas en lien avec nous, s'il ne se sent pas compris et en sécurité avec nous, alors il peut nous voir comme un ennemi, comme un danger, et du coup il va se protéger. En fait, il ne pourra pas recevoir ce qu'on a à lui dire. Donc de façon générale, une autre façon de dire cette phrase, c'est un ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Quelqu'un qui a besoin d'empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent en danger, qui se sent activé émotionnellement et qui a besoin d'être contenu dans son émotion, dans son pathos, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour s'intéresser aux autres, pour recevoir les émotions des autres. Je pense que c'est ce que vivent la plupart d'entre eux. Hein. Dans les questions que j'ai eues, c'est beaucoup ça. Comment on fait quand on se dispute, quand on ne s'écoute pas. C'est exactement ça. C'est cet endroit où en fait on est saturé et on ne peut pas écouter l'autre, quoi. Ouais. C'est ça, c'est que en fait l'empathie, ça consiste à devenir une sorte de réceptacle pour l'autre, pour contenir l'autre et son émotion, etc. Et du coup, si on est nous-mêmes débordants d'émotions, on n'est pas disponible pour recevoir l'autre. Et dans ces cas-là, effectivement, la règle change, quoi. Parce qu'on ne peut pas se connecter à quelqu'un si on est nous-mêmes envahis, et l'autre ne peut pas se connecter à nous s'il est lui-même envahi. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il va falloir que quelqu'un puisse faire le médiateur, ou quelqu'un puisse, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut aller chercher de la ressource là où il y en a. Parfois, les ressources, il n'y en a ni chez moi, ni chez l'autre, et du coup, il va falloir soit qu'on fasse appel à un tiers, qui va, lui, pouvoir faire office de ressources externes et réguler le système, où il va falloir qu'on fasse une pause et que pendant quelques minutes, quelques heures, on aille chacun de son côté pour pouvoir s'auto-apaiser en auto-empathie, faire un truc qui va nous réguler émotionnellement pour retrouver justement de l'espace, retrouver accès à son néocortex et du coup pouvoir de nouveau avoir de l'empathie et de l'assertivité. Parce que l'empathie et l'assertivité, en fait, c'est les deux compétences fondamentales de la CNV. C'est pouvoir se relier aux autres et pouvoir s'affirmer pour aider les autres à nous comprendre. Être assertif, c'est ça, c'est pouvoir s'affirmer sans violence, en fait. S'affirmer en prenant en compte les besoins des autres. Une fois qu'on est en lien, une fois qu'il y a une connexion de qualité qui est établie, c'est là que du coup on va pouvoir s'appuyer sur cette connexion pour justement échanger de l'information, pouvoir s'affirmer, parce que l'autre il va être disponible pour nous écouter s'il se sent en sécurité. En gros, la connexion permet la relation, quoi. S'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de sentiment de sécurité partagé, en général, ça va être très compliqué de coopérer en fait. D'ailleurs, dans toutes les structures du monde, en fait, c'est ça. La coopération n'est possible que parce qu'il y a des structures qui apportent de la sécurité. Que ce soit l'État, que ce soit un sentiment familial, que ce soit une responsabilité de couple, etc. Il y a toujours de la sécurité à la base d'une relation humaine, en fait. Tout à l'heure, tu disais que l'un des points clés, c'est le consentement pour pouvoir exprimer les choses violentes qu'on a à dire, nos jugements, etc. Il y a une question qui nous a été posée et que je trouve très pertinente, c'est comment faire quand on sent que l'autre il est fermé à la communication et qu'en fait il consent pas à recevoir. Là tu donnais l'exemple tout à l'heure il y a une différence entre balancer des choses non consenties quand on rentre du boulot ou je sais pas quoi, ou que l'autre est fatigué et tout, mais il y a aussi la situation où non, on est bien le matin, on est bien reposé, on est dans de bonnes dispositions, mais on demande à l'autre est-ce qu'on peut parler, et l'autre va nous dire bah non, tu vas nous ruiner notre moment, ou il veut pas en fait. Et cette situation se repousse tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qu'on veut aborder, et en fait l'autre ne veut pas qu'on communique là-dessus. C'est jamais le bon moment, il n'y a jamais l'espace, c'est toujours non. Et les rares fois où on essaye, on va le forcer un peu du coup, puisque l'autre ne le veut pas, donc c'est non consenti, du coup forcément c'est violent et mal vécu. Donc comment on fait ? Alors, pour moi, effectivement, il y a deux types. Enfin, j'aime bien faire des modélisations simples mais fonctionnelles. Il y a deux types de relations. Il y a des relations violentes et non violentes, en gros, si je caricature. Et les relations non violentes, aujourd'hui, je considère qu'elles sont définies par trois grands types de valeurs. Trois grandes valeurs. La première valeur, c'est l'écoute. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. Et la troisième, c'est l'engagement. C'est un truc que j'aborderai en détail dans l'épisode 10, qui n'est pas encore écrit pour le podcast. Je t'en fais. T'es tellement prévisible. Oh, bref. Ouais. Bref. Donc, une personne. Donc déjà, une relation non violente n'est pas possible, quelles que soient les conditions. Il y a des règles, il y a des conditions qui permettent à une relation d'être non violente. Si les conditions ne sont pas remplies, il y aura
soit des tensions, voire même de la violence. Les tensions, c'est inévitable, hein, même dans une relation non violente. Mais ce qui permet d'éviter la violence, c'est ça, c'est quand il y aura de l'écoute, responsabilité et engagement. Quelqu'un qui ne veut pas communiquer, moi, ce que je constate qui marche dans mon expérience, c'est, ok, elle ne veut pas communiquer, mais est-ce qu'elle peut au moins se taire et écouter? Si elle peut se taire et écouter, alors on peut faire plein de trucs. Moi, j'ai toujours dit, et ça a toujours été vrai dans mon expérience, que quand une personne, elle a peur de moi ou qu'il y a des conflits, etc., je lui ai toujours dit, j'ai besoin que de 2 choses pour que ça change. J'ai besoin de ton temps et de ton attention. Parce que si j'ai ton temps et ton attention, alors je vais pouvoir, moi, te parler, et te parler suffisamment pour que tu puisses changer d'avis juste en écoutant ce que j'ai à te dire. Si tu m'écoutes suffisamment longtemps, alors au bout d'un moment, il va y avoir un switch. Parce que tu vas réussir à te connecter à ce que moi je vis, et du coup, ça va peut-être changer quelque chose dans ce que toi tu vis. Parce qu'une personne qui ne veut pas communiquer, ce que ça veut dire, il y a plein de raisons possibles, hein. Mais probablement que c'est qu'elle a l'impression que si elle accepte, il va se passer des choses qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie peut-être qu'on l'emmerde. Elle n'a peut-être pas envie de se prendre une déferlante de jugement. Voilà, peut-être qu'elle n'a pas envie de se faire défoncer, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être vulnérable, peut-être qu'elle a envie de pouvoir continuer à mentir et à nous trahir sans avoir à être démasquée, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche d'accepter de communiquer. Donc, en gros, si on schématise, elle n'a pas envie parce qu'elle a peur. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est simplement parler de nous, de ce qui est vivant chez nous. De lui parler, mais il faut qu'elle accepte de se taire et d'écouter. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, moi je vois très bien des personnes qui vont me dire, tu sais, je pense forcément aux personnes qui me suivent et avec qui j'ai déjà parlé, qui vont me dire, oui, mais moi, il veut même pas, ou elle veut même pas, en parlant souvent des mamans, elle veut pas écouter, elle veut. Par rapport aux enfants, tu veux dire? Ouais, des coachés ou des clientes qui me parlent de leur mère et du fait qu'elle veut pas écouter, ou de leurs compagnons qui veulent pas écouter parce qu'ils veulent pas se faire convaincre. Justement, il y a un truc que tu as dit là, tu as dit, ouais, si j'ai son temps et son attention, je suis sûre que je peux le faire changer d'avis. Bah, en fait, il y a un peu ce truc, il y en avait une qui en parlait un peu plus tôt là, dans une des questions que je t'ai posées, où cette notion de l'autre en face a l'impression qu'on essaie de le manipuler avec la CNV. On essaye, justement, il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on les apaise dans leur colère, parce qu'elles ont l'impression que si on les apaise dans leur colère, on les a manipulés. J'ai l'impression que c'est un peu un enjeu comme ça qu'il y a derrière ça, et c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de CNV. Sur le papier, c'est très sympa, ça permet aux gens effectivement de pouvoir se parler, mais dans la pratique, c'est souvent ça qu'on vit. On en revient un peu à connexion avant résultat. Si tu es focus sur un résultat et si tu utilises la CNV pour avoir un résultat, tu n'es pas en train de faire de la CNV, tu es en train de faire de la manipulation. Et c'est pas grave, on le fait tous par moment. Je veux dire, la manipulation, c'est un mécanisme de survie, c'est utile. Pas forcément malveillant. Notamment en politique, c'est oui, indispensable. mauvais exemple. Okay. C'est pas forcément malveillant, mauvais exemple. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, le système nerveux a des besoins, des désirs. C'est pas volontaire d'ailleurs. C'est pas forcément conscient. En fait, un enfant qui manipule son parent pour avoir un nouveau jouet ou un chocolat, machin, en fait, il manipule, mais en fait, il est pas malveillant. C'est juste, il filoute, en fait. C'est juste qu'il est rusé, en fait. C'est juste qu'il est intelligent, quoi. Et du coup, si on est focus sur le résultat, on traite l'autre comme un objet et pas comme un sujet. C'est-à-dire, je veux que tu fasses ce que je veux que tu fasses, et donc tu es quelque chose que je vais manipuler, littéralement. Que je vais te manipuler pour que tu m'écoutes et que tu entendes ma Pour que tu fasses ce que je veux que tu fasses, quoi. Pour que tu satisfasses mon désir. La CNV, ça ne sert pas à ça. La CNV, ça sert à avoir des relations de qualité. Et donc, du coup, le principe de connexion avant résultat, c'est qu'on va d'abord entrer en lien, et c'est une fois qu'on est en lien qu'on va pouvoir chercher ensemble des solutions gagnant-gagnant. Des solutions qui sont à la fois dans l'intérêt de l'autre et du mien. On ne va pas juste utiliser l'autre, on va ensemble co-créer, en fait. Et donc, connexion avant résultat, c'est OK, ma mère, elle est tout le temps en colère, elle ne veut pas que je lui parle, parce que si je lui parle, elle a l'impression que j'ai entendu sa colère. OK, on peut se connecter sur ça. On peut se connecter à quel point elle a peur que je la manipule et à quel point elle est en colère par rapport à ça. Et déjà, là, on peut le rejoindre l'autre en mode « Putain, je comprends, ça doit être trop chiant que ta fille veuille te manipuler, en fait. Ça doit être super, super désagréable. » Et on peut déjà entrer en lien à partir de ça. Et si déjà la mère se sent comprise dans son sentiment de se faire manipuler ou de se faire contrôler, ça peut déjà l'aider à se sentir un peu plus détendue. Parce qu'elle va dire « Ah ok, en fait, elle n'est pas juste en train de vouloir me manipuler, elle est en train de vouloir me comprendre, de vouloir savoir ce que je vis. » Et ça peut déjà être une première pierre. Donc la condition quand même de départ, c'est que nous-mêmes, on se sente disposé à vraiment vouloir comprendre l'autre. Entrer en lien, ouais. Vouloir rejoindre l'autre tel qu'il est, là où il est. C'est ça. Il faut déjà que nous, voilà, on ne soit pas nous-mêmes, quand on essaie de communiquer avec la personne, dans cette situation où nous-mêmes, on n'est pas disponible en fait à l'écouter. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que il y a plusieurs phases dans l'apprentissage de la CNV et on passe tous par des phases où
on se plante et on apprend de ses erreurs. Parce que quand on se plante, on pousse. C'est la phrase de Véronique Gaspard. Et parfois, quand on s'intéresse à la CNV, qu'on découvre la CNV, on veut tout de suite être parfait et l'appliquer super bien, etc. Mais qui que vous soyez, a priori, vous allez forcément faire des erreurs et vous allez vous planter. Et c'est à ça que servent les formations. C'est pour se planter avec des formateurs qui vont nous aider à apprendre de nos erreurs. Alors que si on se plante tout seul avec nos proches, souvent, en fait, en voulant faire de la CNV, on va plutôt être violent et voire même faire fuir les gens, en fait. C'est normal, on passe tous par là, je suis passé par là. J'ai appris de mes erreurs. Mais c'est en formation que j'ai découvert le décalage entre ce que je croyais avoir compris et ce que j'avais vraiment compris sur le terrain en action, quoi. Et donc, c'est OK de faire des erreurs et d'apprendre. En fait, autorisez-vous à vous planter et à être humble, entre guillemets, dans votre maîtrise, parce qu'on a tous besoin de temps et d'apprendre. C'est un truc qui infuse dans la durée, quoi. Et donc, au début, parfois, on a l'impression d'être irréprochable, alors qu'en fait, on n'a juste pas conscience de sa violence. On n'a juste pas conscience d'à quel point notre posture peut être vécue comme désagréable par les autres. Ou parfois, on n'a pas conscience d'à quel point on se sacrifie pour les autres. Parce que des fois, on veut tellement être en empathie et comprendre les autres qu'on oublie, on s'écoute plus, en fait, on se néglige. Et c'est aussi une forme de violence envers soi, cette fois. Et c'est pareil, on apprend à évoluer à ce niveau-là et à prendre en compte à la fois soi et l'autre, on va dire. Mais je pense que c'est normal au début qu'on galère, en fait. Parce qu'on n'a pas encore forcément de recul, on n'a pas forcément encore appris de certaines erreurs, quoi. Enfin, en tout cas, ouais. Moi, ce que je vérifierais d'abord avec quelqu'un qui ne veut pas communiquer, c'est est-ce qu'il est d'accord de se taire et de m'écouter. Et s'il n'est pas d'accord pour se taire et m'écouter, j'essaierai de comprendre de quoi il a peur. Est-ce qu'il a peur de moi? Il a peur que je fasse quoi? Il a peur que... Enfin voilà, de comprendre en gros qu'est-ce qui est vivant, en fait. Parce que la CNV, on peut l'appliquer même sans forcément communiquer directement avec l'autre. Alors c'est plus compliqué parce qu'effectivement, le plus simple pour avoir les réponses à ces questions, c'est de les poser à la personne concernée, hein. Mais mieux vaut poser des questions plutôt que de projeter dans sa tête tout seul. Mais on peut faire de la CNV avec des animaux, par exemple, ou avec n'importe qui a des émotions et des besoins, en fait. Et donc, du coup, si quelqu'un n'est pas disponible pour communiquer, on peut toujours en discuter avec quelqu'un d'autre, dire « Ah, je comprends pas, machin ». C'est ce qu'on va faire quand on va voir un psy ou quand on parle avec ses copines de son mec, parce que du coup, on comprend pas ce qu'il ressent, etc. Et voilà, juste essayer de comprendre quelqu'un, on peut le faire même sans la personne directement. Et donc, si ce qu'on veut, c'est se comprendre pour pouvoir co-créer ensemble, et en fait, plus il y aura de ressources pour comprendre et y réfléchir. À partir du moment où c'est bienveillant et où l'intention est de se relier, plus ça va être facile, je pense. C'est pour ça que dans les éco-villages, etc., tout le monde fait un peu de la CNV parce que c'est une ressource fondamentale pour pouvoir créer des relations de qualité, en fait. Et toi, aujourd'hui, dans ta vie personnelle, parce que là, tu nous as dit que tu l'utilisais aussi en pro, mais dans ta vie personnelle, comment tu utilises la CNV en pratique? Ça dépend des milieux, ça dépend de est-ce que les autres sont formés ou pas, connaissent au moins ou pas. Typiquement, dans ma famille, les gens connaissent un peu de nom la CNV parce que je leur en parle, mais ils n'ont jamais fait de formation, ils n'ont rien lu sur le sujet. Et du coup, la façon dont je vais m'en servir, ça va être de me connecter aux autres. Ça va créer, je vais reformuler ce que les gens me disent et ils vont se sentir compris et du coup, ils vont aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils me partagent parce qu'ils sentent qu'avec moi, il y a un écho, il y a une écoute, il y a quelque chose qui fait qu'ils se sentent vraiment... ouais, ils ont l'impression que je m'intéresse vraiment à ce qu'ils disent, en fait. Je suis pas juste dans un script où je vais dire « Salut, ça va? Et toi, machin, quoi de neuf ?» Je vais vraiment poser des questions, je vais chercher à comprendre ce que la personne ressent, je vais chercher à comprendre d'où ça vient, etc., ce que ça implique. Et du coup, ça va créer davantage de profondeur dans la relation. Et je vois que ça, c'est un truc qui est assez précieux. Et il suffit juste, vraiment, que juste je m'intéresse à l'autre et que je reformule ce qu'il me dit, etc., quoi. Ça, c'est parce que c'est ce que moi j'apporte. Parce qu'eux n'ont pas forcément ces outils-là. Mais après, le fait de me voir faire, ça va aussi avoir un impact parce qu'ils vont aussi après changer leur propre façon de fonctionner avec les autres. Typiquement, voilà, j'ai emmené ma nièce avec moi il n'y a pas longtemps à une formation, etc. Et une formation d'un week-end que Et quel âge j'animais. ta nièce? Elle a 20 ans, 21 ans. Enfin, elle est en 2003. Ouais, 21 ans, je crois. Désolé si je me suis trompé. Et donc, du coup, voilà, je vois déjà qu'il y a des trucs qui bougent dans sa dynamique familiale avec ses proches, en fait, parce que ça infuse au fur et à mesure. En fait, à force qu'on ait des échanges émotionnellement de qualité, à force qu'on mette une place centrale aux émotions, au lieu de croire que c'est un truc qui sert à rien, les émotions, et du coup, ça change la manière de... la qualité le soin qu'on met à se comprendre, en fait, et à s'écouter. Donc ça, c'est dans ma famille, plutôt.
La plupart de mes amis, ils connaissent la CNV, donc du coup, on va s'en servir. Ça va être très utile, par exemple, pour désamorcer un conflit. Souvent, ce qui peut se passer dans un conflit, c'est qu'on va commencer par être désagréable. On va soit se faire des pics ou s'envoyer chier, quoi, en gros. Mais c'est pas une fin en soi, s'envoyer chier. Ce qui est important, ça va être comment on va réparer le lien derrière. Tu vois, la différence entre des parents sécurisants et des parents insécurisants, c'est pas l'absence de violence. Parce que tous les parents sont violents plus ou moins à un certain moment. Enfin, au sens où ils vont forcément faire du chantage, ils vont forcément envoyer chier les enfants, etc. Par contre, les parents sécurisants, ils vont réparer derrière. Quand un parent, il dit de la merde, et qu'après il dit à son enfant, désolé, j'avais pas à te parler comme ça, en fait, ça reconstruit la sécurité du lien. Et ça, c'est hyper important. Et donc, dans les relations de couple et amicales, c'est pareil. Il y aura toujours des moments de tension, des moments où il va y avoir des conflits, etc. Mais par contre, si on peut réparer le lien et reconstruire après la sécurité, bah du coup, ça maintient quelque chose de stable, en fait, quelque chose de sécure. Et donc, avec mes amis, c'est ça qu'on va faire. Ça arrivera parfois qu'on s'envoie chier, qu'on ne soit pas d'accord. Typiquement, là, il y avait des débats politiques, etc. Bah, du coup, il y a eu des tensions à plein d'endroits. Mais malgré tout, en fait, on va pouvoir déjà se comprendre, malgré nos divergences de valeurs et d'opinions, dans nos craintes respectives, dans nos insécurités, nos blessures, nos traumas. Et du coup, on va pouvoir rester capable de voir l'humain en l'autre, même s'il nous emmerde, même si ce qu'il dit nous paraît absurde ou intolérable, on va quand même pouvoir voir l'humain derrière voilà, le facho, le woke, je ne sais rien. Et dans le couple, c'est là où, enfin, dans mon expérience, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore parent, donc les choses sérieuses commencent dans quelques temps. Mais dans le couple, je constate que la CNV, c'est hyper important pour plusieurs choses, en fait. Mais justement, pour recréer le lien après un conflit, pour prendre le temps de se comprendre et de ne pas considérer la communication comme quelque chose de négligeable. La communication permet de cimenter des projets communs, de construire quelque chose sur le long terme. Toujours écoute, responsabilité, engagement, c'est, dans toutes les relations, c'est valable. Et ça permet aussi quelque chose que je trouve très précieux maintenant, en ce moment, c'est la célébration. C'est-à-dire, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Via On s'aime qui parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Bon, tout le monde en parle, hein, c'est très connu, mais elle m'avait marqué en parlant, qui expliquait qu'un des trucs qui détruit les couples, c'est le mépris. C'est la dévalorisation. Et justement, je trouve que le contraire de ça, c'est la valorisation. Les paroles valorisantes en langage de l'amour. Et du coup, je trouve que c'est vachement important de prendre l'habitude de célébrer les choses qui fonctionnent, les choses qui sont bien, les choses que l'autre fait pour nous, etc. Et la CNV nous aide à faire ça de façon... pour célébrer d'une manière qui est de haute qualité, en fait. T'as un exemple parce que... Bah, en gros, l'OSBD, ça sert à traduire les jugements, par exemple, mais ça peut aussi être utile pour développer ce qu'on ressent quand on ressent de la gratitude. Par exemple, plutôt que de dire à ma compagne, ah, bah, c'était cool, c'était cool que tu fasses des crêpes ce matin, par exemple, parce que, ou genre merci pour les crêpes. Tu vois, on dit ok, il a bien aimé, mais en fait, on ne peut pas forcément se relier, c'est pas très clair. Alors que si je prends le temps de dire, ok, bah, quand tu as fait des crêpes ce matin, ça m'a vraiment fait plaisir parce que du coup, je me suis réveillé avec l'odeur, c'était agréable, du coup, ça m'a fait me lever avec une certaine joie et du coup, de l'enthousiasme, du coup, j'ai vraiment passé une meilleure journée. Vraiment, ça a nourri un besoin de confort et de bien-être, etc. Donc, tu vois, je développe. Là, je fais une version schématique OSB, hein, c'est pas comme ça que je le dirais en vrai, mais c'est juste pour dire que l'autre peut plus facilement se relier à ce que ça a contribué chez moi, en fait, à ce que c'est venu nourrir comme besoin. Et du coup, tu le dirais comment en vrai? Juste parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se poser la question et qui ont besoin d'aller plus loin que juste la traduction. Je pense que je pourrais dire un truc du genre c'était trop bien les crêpes ce matin parce que du coup j'en ai passé une bonne journée et je pense que ça a vraiment joué un rôle important de me réveiller avec cette odeur-là, c'était trop bien. Enfin, tu vois, juste de dire ok, t'as fait ça. Tu dirais pas juste merci, tu dirais voilà. c'était trop bien, moi, dire, voilà ce que ça m'a fait ressentir, quoi. En gros, il faut que l'autre puisse sentir qu'il a fait quelque chose et que ça a nourri quelque chose chez nous, en fait. Okay. Donc voilà, ce que tu as fait, les crêpes, ça a nourri ce truc-là. Et du coup, ça permet de bypasser parfois la difficulté que les gens ils ont à recevoir des compliments. Parce que si je dis à quelqu'un, ah bah voilà, t'es élégante, ou voilà, t'es sympa, c'est des jugements positifs. Et du coup, il y a des gens, ils ont du mal à recevoir ces jugements-là quand ils ont une estime de soi qui est un peu faible. Parce qu'ils sont pas d'accord, en fait. Ils disent, bah moi je suis pas d'accord. Ils ont des croyances sur eux-mêmes, une identité qui va être en rupture avec le jugement, et du coup, ils recevront pas. Alors que la célébration en CNV, ça permet de parler de soi, de ce que ça nourrit chez nous, et du coup, on n'est plus dans le jugement, on est dans l'expression de ce qui est vivant. J'aime beaucoup les vêtements de couleur, ça me donne de la joie. Par exemple, tout à l'heure, il y a une patiente. Du coup, ta robe est très jolie. Elle avait une robe genre rouge et verte, c'était vachement beau, etc.
Et genre, je lui ai dit, bon, de façon un peu humoristique, en mode, on dirait Cléopâtre, etc. Et j'ai pris le temps de lui dire, ok, là, je vois que vous avez une jolie robe, etc. C'est vachement coloré et tout. Moi, voilà, ça me met un peu de la joie dans ma journée, etc. Et du coup, je suis pas en train de la juger. Je suis en train de lui dire, ce qu'elle fait, ça contribue à nourrir des besoins chez moi. Et du coup, elle le reçoit beaucoup plus facilement. Parce que je suis pas en train de parler d'elle, en fait. Je suis en train de parler de, voilà. Et donc ça, dans le couple, c'est vachement important. Je trouve que ça crée vraiment un socle de sécurité qui est, j'ai de la valeur aux yeux de l'autre, en fait. Je suis quelqu'un d'important, je ne suis pas juste une bonne à tout faire, etc. Et je trouve que un truc qui est un peu tragique dans les relations parfois, c'est quand on considère que c'est normal, que c'est un dû, que l'autre me le doit, ce qu'il me donne. Ouais, Alors ou qu'en que fait, nous, on fait ce qu'on... ouais, ou que ce que nous on fait, c'est normal. Que voilà, ce que l'autre, voilà, il a pas à dire merci, c'est normal. Voilà, je suis sa mère, je suis son père, je dois faire ses lessives, je dois lui faire à manger, c'est normal. Alors que non, en fait, enfin, je peux pas non plus être trop provoquant, mais mais J'ai déjà fait des podcasts où j'ai dit non, vous ne devez rien, vous faites le choix en parlant des enfants, en disant vous n'êtes pas obligé de les nourrir. oui, Vous ne devez c'est rien, ça, juste vous faites le c'est ce choix que de j'allais le faire. dire. En fait, moi j'aime bien comparer les comportements, enfin la liberté selon les lois de la physique et selon la morale et C'est selon sûr. la Après, loi. vous aurez des problèmes, c'est sûr que C'est si ça. vous nourrissez pas vos enfants, vous C'est-à-dire, aurez... que techniquement, il y a plein de papas qui se barrent en courant dès que la copine est enceinte. Tu vois, c'est pas les enfants qui n'ont jamais de père. Et du coup, un père qui, par exemple, je sais pas, va travailler tous les jours de toute sa vie pour ramener de l'argent pour sa famille, ok, c'est normal, mais c'est une chance pour l'enfant d'avoir un père qui est là, en fait. Et du coup, c'est déjà quelque chose qui vaut la peine d'être célébré à partir du moment où le père, il contribue. C'est-à-dire il est bon pour l'enfant, quoi. Et donc, ok, il n'est pas parfait, ok, il fait peut-être de la merde, etc. Mais malgré tout, il contribue. Et cette contribution, elle peut être célébrée quand même. Et lui-même peut la célébrer. C'est-à-dire qu'il est là, quoi, il fait le taf à ce niveau-là. Et c'est ça pour tout, en fait. Et du coup, quand on célèbre ces choses-là, en fait, ça cimente la relation. Parce que la contribution, enfin, la gratitude permet de donner envie de contribuer. Parce que si à chaque fois que tu fais des crêpes, je te dis qu'elles sont trop bonnes et que c'est cool que tu fasses des crêpes, bah, tu auras envie de faire des crêpes encore, en fait, plus tard. Et du coup, ça va entretenir chez toi l'élan de faire des crêpes parce que à chaque fois que tu en fais, ça contribue à prendre soin. On sait qu'en plus, c'est beaucoup plus efficace de renforcer positivement que négativement. Oui, voilà. En plus. Pour tous les êtres vivants qui ont un système de récompense, ouais. Ouais, c'est ça. J'aime trop le fait que tu donnes des exemples très concrets parce que je trouve que c'est ce qui me manque dans les contenus que j'ai pu trouver moi sur les CNV. Et du coup, j'ai envie de te poser une question qui était, tu disais qu'au début, on se plante beaucoup quand on commence. Est-ce que tu as un exemple concret de toi dont tu te souviens que tu peux partager comme ça en vidéo publique, hein, mais d'erreurs de débutant de CNV que tu as fait avec un exemple concret que tu peux me... Oui, oui. En fait, j'ai appris la CNV avec une compagne avec qui j'étais en 2018, que j'ai traîné avec mon module de formation CNV et elle a adoré. Hein. Mais au début, elle est venue à reculons quand même. Et je me rappelle que... alors, déjà, la première chose, moi quand même, ce qui m'a motivé à y aller en formation avec elle, c'est parce que j'ai vu comment ça a transformé notre façon de communiquer, hein, la CNV. C'est-à-dire qu'il suffisait que je m'assoie 5 minutes sur le parquet pendant qu'elle était en train de m'insulter pour qu'en 5 minutes, elle soit en train de rire et qu'on soit complice. Parce qu'en fait, je n'entendais plus ses insultes, j'entendais juste ses besoins et sa colère, en fait. Parce qu'elle n'était pas méchante. Elle était juste en train de dire Mais tu c'est pas fais chier. malveillante, quoi. Elle essayait pas de te faire du mal. C'est ça, pas elle ne voulait pas me faire mal. Elle voulait juste montrer sa colère sous forme d'insulte. Mais moi, j'entendais sa colère et du coup, ça ne me blessait pas. Et du coup, elle, ça finissait par la faire rire. En fait, on se rejoignait et après, c'était plus du tout tendu, en fait. Il a suffi que j'apprenne à me taire et à écouter. En gros. Mais l'expression, c'était différent. Et notamment l'expression de mes limites, où j'étais particulièrement maladroit. Et je me rappelle lui avoir déjà dit des choses qui, rétrospectivement, me paraissent extrêmement violentes, mais à l'époque, ça me paraissait tout à fait légitime. Des phrases de type mais je suis pas responsable de tes émotions, en fait. Ok, t'es en colère, c'est pas mon problème. Enfin, juste démerde-toi parce que t'es adulte, en fait. Moi, je suis pas ton esclave, je suis pas ton psy. Et donc, en apparence, ça paraît légitime de dire j'ai une limite et je l'exprime, mais la façon dont je l'ai fait était juste violente. C'était vraiment de l'abandon, en fait. C'était en mode de démerde-toi avec tes affects, même si c'est moi qui t'ai mis en colère, je m'en fous, en fait, c'est ton problème. Et donc ça, c'est hyper immature, j'ai envie de dire. C'est déresponsabilisant. Et en quoi c'est une erreur de CNV, ça? C'est une erreur parce que le but en CNV, c'est pas dans le rejet, c'est de... L'assertivité en CNV, c'est s'affirmer en prenant en compte les besoins de l'autre. Et donc du coup, ça aurait été au moins de poser ma limite, mais tout en prenant en compte la vulnérabilité de l'autre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on a toujours les moyens de faire de la CNV, des fois on ne peut pas, des fois on est juste trop en colère, trop en danger, on a trop peur, mais en tout cas, plutôt que de dire je ne suis pas responsable, en fait, parce que je suis en train de lui balancer une croyance. C'est une croyance, dire je ne suis pas responsable de tes émotions, c'est pas vrai en soi, je pourrais m'octroyer une responsabilité, mais c'est plutôt en mode je décide de ne pas être responsable, c'est-à-dire je décide là de faire rupture dans le lien.
sans ton consentement, sans te consulter en fait. Juste je t'impose ma limite parce que c'est comme ça. Et en fait, le truc c'est que étant en couple, il y a un engagement implicite dans la prise en compte de l'autre quand même. En tout cas, peut-être c'est moi qui vois quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression quand même que le principe d'un couple, c'est un engagement stable dans le temps. C'est la différence entre des sex friends ou des relations d'un soir, quoi. Et donc... C'est le fameux truc de, tu sais, l'amour, c'est contribuer avec enthousiasme aux besoins de l'autre. Donc en fait, à ce moment-là, c'est dans un lien. Et pour moi, ce que je dis souvent, c'est que oui, tu peux répondre à la plupart de tes besoins tout seul, mais on le fait souvent en couple ou en famille. Mais bon, si on parle là du couple, bah, en fait, c'est juste mutuellement, on se dit, voilà, mes émotions, ça va être dur parce qu'il va y avoir des besoins derrière. Je peux les porter tout seul, mais on va les porter ensemble, quoi. En gros, Oui. à un moment donné, on partage cette tâche. Déjà, il y a ça, il y a le fait qu'on s'entraide, on se soutient, c'est le principe d'être en lien. Mais en plus, il y a des émotions qui découlent de la relation. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui n'existent que parce qu'il y a un lien. Et du coup, quand par exemple, je sais pas moi, la personne elle est en colère parce que j'ai encore lancé une machine à 22h alors que du coup elle voulait se coucher parce qu'elle travaille à 5h du mat et que du coup ça fait 3 fois que je fais ça en 3 jours. À un moment donné, si elle est en colère par rapport à ça et je suis pas responsable de ta colère, c'est bon, t'es juste une hystérique. Bah, Oui. bon, je n'assume pas que sa colère découle des conséquences de mes actes en fait. Alors ok, je suis pas la cause, je suis le facteur déclenchant, tout ça, mais malgré tout, prendre en compte son émotion ou au moins lui exprimer que là je suis pas disponible pour l'écouter, ça permet quand même à l'autre de se sentir pris en compte comme un humain et pas juste d'être un poids que je rejette en fait, comme si c'était un boulet quoi. Donc c'est juste une façon de rester en lien humain et de ne pas faire une croix sur le lien sous prétexte que j'ai pas l'espace en fait. Mais voilà, il y en a qui ont des facilités à être bienveillants pour poser leurs limites, d'autres qui ont des facilités à écouter les autres. Voilà. Moi, je pense que je suis plus doué pour écouter les autres que pour m'affirmer. Et du coup, quand je dois m'affirmer et que je suis stressé, en général, je serai plus maladroit que d'autres qui sont davantage câblés pour penser à eux d'abord, quoi. Mhm. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu t'en souviens. J'avais fait une vidéo mais c'était il y a longtemps. Il y a quelques temps, mais c'était il y a longtemps. Ça devait être en 2017, je pense. J'avais fait une vidéo sur la CNV, peut-être même 2018, je sais plus. Et vous êtes nombreux à vous en rappeler. Je suis assez impressionnée parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ah mais du coup toi qu'est-ce que tu penses de ta vidéo? Et je disais dedans que j'avais un problème avec la CNV qui était le fait de demander à l'autre de contribuer à nos besoins. Parce que juste pour l'historique, moi je viens de la partie ça te fait marrer forcément tu me connais alors voilà c'est drôle non mais il se marre tout seul dans sa tête. Ouais. Je viens de l'univers du coaching dans lequel initialement donc il y a un peu ce truc de justement tu es responsable de tes émotions qui est aussi un peu ce que dit la CNV hein, au sens genre c'est pas les autres qui te font quelque chose, c'est juste comprendre qu'il y a une situation et toi tu ressens des choses face à cette situation parce que tu as des besoins en fait. Et dans ma tête à ce moment-là, le fait de devoir exprimer une demande, que ça soit dans le protocole, que ça soit dans la possibilité du processus, je me disais en fait ça va être une façon effectivement de manipuler, mais ça on y a répondu. Mais pour moi dans ma tête c'était une façon de rejeter la faute sur l'autre, genre voilà, là c'est toi qui me mets en colère, donc maintenant je vais te faire la demande d'arrêter. Tu vois, un truc comme ça. Et j'avais vraiment ce rejet au départ de ne pas avoir compris cette histoire de demande et de répondre à nos besoins avec l'autre. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je voulais te poser la question ouais, de qu'est-ce que c'est qu'une demande finalement? À quel moment c'est légitime de faire une demande? À quoi ça ressemble de faire une demande? Et qu'est-ce que tu penses de tout ce que je suis en train de dire? Alors, plein de trucs, mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la vidéo, mais en gros... Bah, tu peux garder en tête que l'idée c'est d'aider les personnes à mieux utiliser la CNV et à pas se braquer face aux trucs comme moi j'ai pu le faire par le passé ou comme d'autres. Déjà, juste un truc que j'ai envie de dire, et même si j'oublie le reste de ce que j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que ça c'est le plus important. Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, il a dit que si vous voulez progresser en CNV, comment faire? Demandez, demandez, demandez. En gros, c'est en demandant qu'on apprend à pratiquer la CNV. C'est-à-dire que en demandant, on va apprendre à entendre un non. Donc du coup, à laisser l'autre libre de nous dire oui ou de nous dire non. Donc on va apprendre à respecter le consentement de l'autre. Parce que souvent, ce qui fait qu'on n'ose pas demander, c'est qu'on a peur que l'autre dise non. Typiquement, pourquoi il y a autant de mecs qui ont peur d'aller vers des femmes, etc. C'est qu'ils ont peur que la femme leur dise non et qu'ils vont prendre non à ta demande comme un non à ta personne, non à qui tu es. Et du coup, ils préféreront ne rien demander plutôt que de se sentir niés dans leur individualité, quoi. Et de façon générale,
Il y a plein de gens comme ça qui osent pas demander quoi que ce soit parce qu'ils ont peur qu'on les rejette, en fait. Peur de l'abandon, du rejet, etc. Et donc, du coup, voilà, premier point, demander permet de progresser en CNV parce qu'on va apprendre à s'adapter à l'autre, à prendre en compte l'autre dans ses limites en demandant des choses. Demander permet aussi d'apprendre à justement légitimer ses besoins, à s'autoriser à considérer ses besoins comme légitimes. Parce que si je demande, je demande au fond qu'on prenne soin de mes besoins, à ce que l'autre me soutienne pour prendre soin de mes besoins. Et du coup, ça va m'aider à me sentir plus légitime, à me sentir plus en confiance avec mes besoins, etc. Demander va me rendre plus créatif, parce que si j'accepte que l'autre puisse me dire non, et du coup, ça va m'apprendre à envisager plusieurs stratégies possibles pour un même besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'écoute, qu'Esther n'est pas dispo, je peux appeler quelqu'un d'autre pour avoir de l'écoute. En fait, il n'y a pas qu'Esther sur Terre pour m'écouter, il y a d'autres gens. Et du coup, je vais apprendre à penser en termes de stratégie et pas en termes de besoin. Donc ça, c'était le premier truc. Ensuite, en CNV, on distingue les demandes et les exigences. Pour moi, la différence, c'est que dans la demande, justement, on respecte le consentement de l'autre, alors que dans l'exigence, on prive l'autre de sa capacité à consentir ou à pas consentir. Donc dans la demande, l'autre est un sujet libre. Dans l'exigence, l'autre, je le traite comme un objet. C'est-à-dire tu dois prendre en compte mon besoin, c'est ton devoir en fait. Je t'y oblige, et si tu le fais pas, je vais te le faire payer, je vais te culpabiliser, je vais te punir. Mais souvent, quand on fait ça, c'est parce que, de ce que je comprends moi, c'est parce qu'en fait, on a confondu besoin et stratégie. C'est souvent, ça découle de La ça. problématique, c'est que quand On dit pas j'ai besoin. En fait, on n'a pas identifié vraiment notre besoin. On dit par exemple j'ai besoin que. tu m'écoutes. Ou j'ai besoin que tu viennes avec moi à Disneyland. Oui, voilà, je sais pas, j'ai besoin que tu fasses un truc parce que c'est normal dans le couple. Et en fait, on n'a pas identifié que derrière, on a un besoin qui pourrait être satisfait d'une autre manière que ce qu'on demande à l'autre. Du coup, quand l'autre il nous dit non, enfin, on n'envisage pas que l'autre puisse nous dire non parce que pour nous, ça serait ce besoin ne pourrait pas être répondu, on resterait là en plan. En fait, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, moi, je l'ai remarqué à plusieurs reprises que cette exigence, elle vient uniquement quand on a mal identifié le besoin. Alors, ça peut être ça, quand on a mal identifié le besoin, ou qu'effectivement, on confond la stratégie et le besoin. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu déshumanisant de parler d'une personne comme d'une stratégie, mais en fait, par exemple, la dépendance affective, ça part de ça, d'une confusion besoin-stratégie. La dépendance affective, c'est la croyance que si telle personne n'est plus là pour nourrir mon besoin, alors ce besoin ne sera plus jamais nourri. Et donc, je vais mourir. Parce que si mon besoin n'est pas nourri, je vais mourir. Parce que fondamentalement, un besoin, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est non négociable, c'est indispensable. Si j'ai besoin de m'hydrater et que je ne m'hydrate pas, je vais mourir. Et du coup, parfois, on a l'impression, si mon conjoint ne répond plus à mes messages, etc., je vais mourir, en fait, parce que j'ai plus d'attention de sa part, etc. Et donc, ça, c'est dysfonctionnel. Pourquoi ? Parce que ça va m'handicaper, en fait. Si je suis dépendant d'une stratégie unique pour nourrir un besoin, si la stratégie n'est pas disponible, le besoin n'est plus nourri. Et du coup, je deviens dépendant. Et donc, je suis, entre guillemets, en situation de handicap, c'est-à-dire que je ne peux pas nourrir ce besoin sans ma stratégie préférée, en fait, que je considère comme la seule possible. Donc ça va générer des problèmes, des conflits, potentiellement de la violence, parce que si j'ai l'impression que je meurs si tu ne réponds pas à mes messages, alors je vais tout faire pour que tu répondes à mes messages. Quitte à faire du chantage, quitte à te violenter, quitte à te maltraiter, mais je veux que tu répondes parce que sinon je meurs. Et donc typiquement, dans certains styles de certaines personnalités qui sont caractérisées par une peur de l'abandon, et du coup, il va y avoir une sorte de besoin impérieux que l'autre soit disponible et réponde. Et s'il ne répond pas, je vais me mettre à angoisser de façon crescendo et exponentielle jusqu'à en fait, utiliser la violence comme un outil pour faire réagir l'autre émotionnellement et qu'il réponde. Et ça part de l'angoisse. Même sans aller jusqu'à cet extrême-là, mais rien que le fait de dire à quelqu'un j'ai besoin que tu sois là à mon anniversaire, en fait, ce n'est pas un besoin. C'est un désir. C'est un désir. Et en plus de ça, le fait que la personne soit là à notre anniversaire, à ce moment-là, cette demande-là, on peut lui faire. Je te fais la demande, est-ce que tu peux venir à mon anniversaire ? Mais ça sera intéressant de bien comprendre pourquoi est-ce que j'ai envie que cette personne soit à mon anniversaire. C'est quoi qui est important pour moi ? Est-ce que c'est la symbolique parce que c'est le jour de mon anniversaire ? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble avec cette personne ? Est-ce que j'ai besoin de cette connexion ou de temps avec cette personne ? À partir du moment où j'ai bien identifié que c'était, j'en sais rien, le temps avec cette personne que j'ai envie d'avoir, par exemple, et d'un seul coup, il y a plus de stratégies possibles, en fait. Si j'identifie que c'est qu'en fait la symbolique d'être ensemble à l'anniversaire, là aussi il y a plus de stratégies possibles. C'est pas forcément que la personne elle soit là à la soirée. Peut-être que si elle peut pas, on peut trouver un moyen de passer un temps au téléphone, un temps en visio, ou de se voir le midi et pas le soir parce que cette personne peut pas. Mais déjà, on ouvre le champ des possibles des différentes stratégies. Et c'est vraiment ça, généralement,
de manière générale, j'ai envie de vous dire, si vous voyez que vous bloquez sur un endroit du processus dans la CNV et que vous avez l'impression que c'est plus violent qu'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est qu'il y a un endroit où soit le besoin n'est pas identifié, on croit qu'on a identifié le besoin, mais en fait c'est un désir ou une stratégie, soit on n'est pas en train de faire une demande, mais on est en train d'exiger quelque chose, probablement légitimement parce qu'on n'a pas compris qu'on a notre besoin, en fait, donc on est maladroit. On n'est pas en train d'essayer de manipuler l'autre intentionnellement, on n'est pas en train d'essayer de le violenter, mais on n'arrive pas à faire autrement que faire une exigence. Et dans ce cas, pratiquer quoi. Pratiquer, ou je sais pas, qu'est-ce que tu dirais toi, d'ailleurs c'était une de mes dernières questions, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute avec tout ça et qui a envie de progresser sur ces sujets en fait? En fait, ça dépend un peu des profils, mais je crois qu'une règle qui me paraît quasiment universelle, c'est l'importance d'avoir, alors premièrement, une certaine indulgence envers soi, et deuxièmement, éventuellement de prévenir nos proches. Si on se met à vouloir appliquer des principes de la CNV et qu'on débute, de prévenir les gens avec qui on va appliquer ça, ça peut être intéressant pour qu'ils ne soient pas trop surpris et qu'ils soient aussi plus indulgents. Parce qu'en fait, on va forcément faire des erreurs, on va forcément devoir apprendre, parce que la CNV, c'est pas un truc mental, c'est une façon de communiquer, enfin une façon d'être, une façon d'entrer en lien. Et du coup, ça passe beaucoup par le non-verbal, par l'attitude, par l'atmosphère, etc. Et en fait, il y a un tabou autour de la violence qui est la croyance que moi je suis pas violent, c'est l'autre qui est violent en fait. Souvent on va penser comme ça, on va dire moi je suis victime, c'est l'autre qui est coupable, etc. En fait, c'est rarement vrai. Dans la plupart des relations longues, il y a de la violence des deux côtés. Pas forcément grave. La violence, ça peut être juste du chantage, ça peut être juste si tu viens pas, si tu rentres pas avant 20h, bah du coup on fait pas l'amour ce soir, ou si T'as vraiment que des exemples de droite depuis tout à l'heure, tu nous fatigues. bon. Ça peut être si tu viens pas à la manif, du coup, voilà, tu viens, enfin, on mange pas au resto ce soir, enfin, j'en sais rien. C'est du chantage. Le chantage, c'est déjà de la violence, dans le sens où c'est déjà une menace, c'est déjà vouloir créer de la peur chez l'autre. Ou un autre truc qui est normalisé à droite ou à gauche, c'est le shaming. Donner honte à l'autre, en fait. Oui, Dire, voilà, culpabiliser l'autre. On le fait pas forcément intentionnellement, mais en fait on le fait. en fait, on le fait tous. Et en fait, à partir du moment où on s'identifie à quelque chose, ça va générer de la violence quelque part, d'une manière ou d'une autre, en fait. Et croire que le violent c'est toujours l'autre, c'est une façon de se dissimuler à soi sa propre part d'ombre. J'en parlerai dans l'épisode 11, qui n'est pas encore écrit aussi. Mais, Il me fatigue. Non, faites allez sur son podcast là, faites quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que soyez indulgents. On va tous être violents à un moment donné, plus ou moins violents. On va tous parfois être chiants. On va tous emmerder les gens. On va tous parfois s'oublier, se sacrifier. C'est humain. C'est des mécanismes qui ont été sélectionnés par l'évolution. C'est pas pour rien. Et du coup, c'est important d'être indulgent avec le fait que oui, des fois on va être violent. C'est normal, on est en train d'apprendre. En fait, vous êtes en train d'apprendre. Vous allez progresser. Et c'est en prenant conscience de votre violence que vous allez pouvoir progresser. Et c'est surtout aussi parfois en étant capable de voir l'humain derrière l'autre qui parfois est violent, que vous allez pouvoir aussi l'aider à progresser. Ça arrivera toujours que vous fassiez des exigences ou que vos proches soient dans l'exigence. Si vous arrivez à vous souvenir que même si l'autre il est exigeant et qu'il m'emmerde, c'est un humain quand même. Et je ne suis pas obligé de péter un câble parce que l'autre est dans l'exigence. Ça peut aider justement en fait à rire ensemble de nos maladresses, de nos limites, de nos peurs, et à maintenir un climat de sécurité, même s'il y a de la violence, ou des conflits, ou des tensions, ou des jugements, etc. En fait, si on peut préserver un métacadre de sécurité, alors on va pouvoir jouer, à progresser et à apprendre de nos erreurs, en fait. Même si des fois, oui, on va faire de la merde, on va dire de la merde. C'est humain, en fait. Je crois que c'est une bonne façon de résumer la posture, en fait, de manière générale. Tu vois, derrière le connect before correct, c'est juste déjà de ne pas supposer que c'est l'autre qui a tort de base. Et qu'il faut qu'on arrive à lui dire qu'il a fait une erreur. Il va falloir comprendre pour réussir à lui faire entendre que... Souvent, c'est des choses que j'entends. Comment on fait pour faire entendre quelque chose à quelqu'un? Et en fait, là, ce que tu viens de dire, le fait de comprendre qu'en fait, c'est une relation et que nous aussi, on est violents, c'est la base de cette posture, en fait, d'arrêter de penser qu'il y a un gentil et un méchant, en fait, dans l'histoire. Et puis, moi, quand je parle de violence, je ne parle pas que de ce qu'il y a dans le code pénal. Oui, bien sûr. Pour moi, la violence, c'est tout ce qui consiste à simplifier le réel pour ne pas prendre en compte certains besoins chez l'autre ou chez moi. C'est pour ça qu'on l'a défini plus tôt, mais c'est important parce qu'on utilise beaucoup ce mot-là. Mais ouais. Évidemment qu'à aucun moment, il est question de faire comme si je sais pas, des gestes ou des mots violents qui sont dans le code pénal n'étaient pas un problème. Enfin,
ou même des choses, même non dans le code pénal, mais que vous mettez en danger, même si c'est pas dans les petites lignes du code pénal ou je sais pas quoi, dans tous les cas, on n'est pas en train d'essayer de trouver une façon, et ça c'est un truc hyper important à comprendre avec la CNV, mais on n'est pas en train d'essayer de trouver une façon de faire passer de la violence en sous-texte, quoi. Au contraire. Au contraire, la CNV rend beaucoup Ça, c'est juste un plus... mauvais usage. Mais c'est comme le coaching, on peut en faire un très mauvais usage et se retrouver à se forcer à faire des trucs ou aller au-delà de nos limites et s'auto-manipuler. C'est pas le but. En fait, la CNV ne rend pas complaisant avec la violence. Au contraire, elle rend beaucoup plus sensible à aux prémices de la violence, en fait. Il s'agit justement de pouvoir identifier les mécanismes d'escalade de tension pour les désamorcer avant que ces mécanismes ne rentrent dans le code pénal ensuite, en fait. Et donc, je parle de violence volontairement pour dire, OK, si par exemple, j'ai pas envie de... je sais pas, j'ai pas envie d'accueillir je sais pas qui ce week-end, mais que je le fais quand même, et que j'écoute pas mes besoins, je suis déjà dans la violence envers soi. C'est pas grave, c'est pas pathologique, c'est pas extrême, mais c'est déjà le début d'un comportement qui, s'il se répète régulièrement, va générer de l'épuisement, va générer de l'amertume, de la frustration, et ça va générer des problèmes en fait. Et donc le but de la CNV, enfin de cette façon de voir la violence, permet d'identifier les racines. La violence, c'est une façon d'une approche radicale en gros, qui permet justement de créer des relations, des systèmes et à terme des sociétés qui justement sont bâties sur la prise en compte des besoins de chacun et le fait de s'entraider en fait. De s'entraider en tant qu'être humain et pas en tant qu'objet de catégorie de population, quoi. Je propose qu'on s'arrête là parce que on arrive à la fin du temps qu'on a nous pour notre journée, parce qu'on est un peu... Puis on pourrait parler comme ça pendant des heures. Il y a aussi un moment, il faut qu'on mette un stop, mais avant de terminer, j'ai envie de te demander, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites qui te semblent essentielles, que tu as envie de transmettre, ou un mot de la fin? Un truc qui en ce moment un truc auquel je pense souvent en ce moment, c'est le fait que l'être humain, c'est à la fois... il y a à la fois du divin et du monstrueux en tout être humain. Pas uniquement chez l'autre, pas uniquement chez moi. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre justement à ne pas être aveugle à la fois à sa propre violence et à la violence des autres. En fait, cette violence, elle part de la peur, hein, comme je disais. Donc, plus les peurs sont omniprésentes, plus ça va générer des comportements rigides et potentiellement violents. Je ne dis pas que tous les gens qui ont peur sont violents, mais qu'il y a une corrélation entre les deux. Comprendre que toute peur peut mener à ça et que du coup, c'est humain. Et il y a ça en chacun de nous, en fait. On a tous en nous les germes de la violence. Mais on a aussi en chacun de nous les germes du divin. C'est-à-dire, on a tous en nous, là, c'est un peu poétique ou voilà, perché comme façon de dire, mais on a tous en nous des structures cérébrales qui sont câblées pour l'amour et pour l'empathie. En fait, on est fait pour ça. On est fait pour l'entraide, pour des raisons biologiques et évolutives. Et du coup, de se souvenir que de ne pas réduire les gens à des comportements. C'est pas parce que quelqu'un a été sympa une fois que c'est un saint qui est tout le temps sympa. Il est aussi potentiellement violent. Hein. On se souvient de Gandhi qui prend des bains avec des gamines, on se souvient de tout ça. Mais non, j'avais pas particulièrement envie de me souvenir, tu vois. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que des gens ont pu être violents parfois qu'ils ne sont que violents et que monstrueux. C'est-à-dire que même des connards peuvent déjà ne pas se résumer à ça et être aussi des gens bienveillants et sympas par ailleurs en fait. Il y a une phrase de Georges Martin, le mec qui a écrit Game of Thrones, qui dit les bonnes actions n'effacent pas les mauvaises, ni les mauvaises les bonnes. Et il dit aussi une autre phrase que j'aime bien, qui est que les contradictions de la nature humaine sont le seul sujet sur lequel il est valable d'écrire. Et je trouve ça intéressant de se rappeler que l'humain, c'est du gris, c'est des nuances de gris. Il n'y a pas de noir ou de blanc. Vous n'êtes ni noir ni blanc, et vos proches ne sont ni noirs ni blancs. C'est toujours nuancé. Et quand on perd la capacité à penser en nuances, c'est là qu'on risque de devenir violent. C'est quand on commence à croire que le monde est binaire et qu'il y a les gentils et les méchants et que moi je suis dans le camp des gentils et que l'autre c'est les méchants. Ça, c'est une structure de pensée qui est le terreau le plus fertile à la violence possible. Qui est efficace pour avancer quand on a peur, mais qui n'est pas efficace sur le long terme pour avoir des liens et des relations de qualité, qui est ce dont on parle ici. C'est ça. C'est pas ça qu'on veut construire avec des systèmes non violents. Ça, c'est un système politique, idéologique qui est très efficace pour fédérer les foules, notamment sur Twitter, mais c'est pas ça qui crée des systèmes non violents. Après, on pourra en parler si on fait un truc sur les militants bleus, par exemple, ce serait intéressant. Bon, bah écoute, merci Robin pour ta venue ici. Ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir.
Et c'est beaucoup plus facile pour moi de te le dire devant une caméra, donc comme ça je te le dis maintenant. Merci. Bah écoute, je Merci reçois. vraiment, parce que c'est rare d'avoir de la pensée complexe et de pouvoir discuter de cette manière-là, avec cette profondeur-là. Alors je sais que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais que les personnes à qui ça parlera, ça leur parlera vraiment beaucoup. Et du coup, merci pour ça. Et puis, n'oublie pas de me donner tous tes liens et tout pour que je puisse mettre en barre d'infos. Donc, vous pouvez retrouver son podcast, vous pouvez le retrouver. Il ne va pas le dire, mais si vous voulez des consultations avec lui, évidemment, vous pouvez contacter son mail. Et il prend à distance aussi, moi aussi, mais lui aussi. Et qu'est-ce que... Tu auras un cabinet à un moment donné? C'est peut-être à Orléans? Il va à Orléans, voilà. Je vais à Orléans et dans quelques années, j'irai dans la Drôme. Je sais pas encore trop où, mais je vais aller sur Orléans. Donc, n'hésitez pas à le suivre un peu sur les réseaux si ça vous intéresse. Et son podcast s'appelle MetaSelf. Meta-self, ouais. Et éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je pourrais répondre, je serai pas loin. Ouais, et puis de manière générale, il est souvent en commentaire à répondre aux questions. Il devrait être modérateur de la chaîne à un moment donné, mais c'est pas le cas, mais J'y ai déjà pensé. je sais. On en a jamais parlé, mais je sais que tu y as pensé, c'est évident. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre des questions. Et si vraiment il y a beaucoup de choses ou quoi, on ne serait pas contre refaire des vidéos ensemble. Enfin, si vous voyez des sujets, enfin, je ne vais pas demander son consentement, mais je sais que je l'ai. A priori, t'es face à la caméra, tu n'as pas le choix, tu dois dire oui. Mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on développe un peu plus, ce sera avec plaisir. Soit si c'est pertinent, ce sera sur son contenu. Si c'est pertinent, ce sera ici. Mais vous pouvez même lui faire des demandes pour son contenu à lui. Mais voilà. Donc, merci. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Salut.